Au sommaire de cette édition, au Niger, Husseini Tini, un membre du parti présidentiel, a été élu ce vendredi président de l'Assemblée nationale. Washington a annoncé ce vendredi un contrat avec la Tunisie pour la sécurisation de la frontière libyenne. Enfin, en visite de 2 jours au Liban, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rendu visite aux réfugiés syriens. Voilà ainsi présentée la charpente de cette édition. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Husseini Tini, c'est le nom du nouveau président de l'Assemblée nationale nigérienne. Unique candidat en lice après le désistement de 2 autres concurrents, Husseini Tini a été élu ce vendredi par 109 voix sur 118 députés votants. Aucun des 53 députés de l'opposition, il faut le dire, n'était présent lors de ce vote qui a eu lieu au Palais des Congrès, qui remplace provisoirement l'Assemblée nationale en réfection. Originaire de la région de Dosso, dans le sud-ouest du pays, et très peu connu des Nigériens, Husseini Tini est membre du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, au pouvoir. Il remplace au perchoir Amadou Salifou, qui avait lui succédé à l'opposant Ama Amadou, candidat perdant de l'élection présidentielle. Au Congo, Brazzaville, la police était déployée ce vendredi matin devant le siège d'un parti d'opposition où avait été annoncée une conférence de presse commune de 5 concurrents du président Denis Sassou Nguesso dénonçant sa réélection annoncée ce jeudi. Les détails. Plus d'une centaine de policiers bloquaient les abords du siège de l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social vers 10h30, 9h30 heure GMT dans la matinée de ce vendredi. Siège où les 5 candidats d'opposition, unis contre le président Denis Sassou Nguesso, devaient tenir une conférence de presse pour dénoncer la réélection de ce dernier. En effet, par un pacte électoral, ce dernier avait dénoncé avant le scrutin le caractère ni sincère ni transparent de la présidentielle et en ont rejeté les résultats, estimant que le vote avait été marqué par une fraude massive. Mais ces derniers jours, des divergences sont apparues entre ces différents candidats. L'un d'eux, le général Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé 3e selon les résultats officiels, a appelé la population à la désobéissance. On est toujours dans l'incertitude parce que tout émane des hommes politiques. On n'arrive pas à orienter la population, à être ouvert envers la population, donc c'est un peu difficile de dire que vraiment que la population est assurée. Non, la population n'est pas assurée. Les gens ont peur. Et parce que la mouvance est en train de traquer l'opposition. À chaque fois qu'ils veulent faire un meeting, et pour essayer d'éclaircir la situation politique actuelle, mais la mouvance est en train de traquer l'opposition. C'est pas normal. Il ne faut pas que nous rentrons dans le jeu pour mettre nos militants faire descendre nos militants dans les rues, parce que s'ils descendaient, il y aura un bain de sang, il y aura une guerre civile, il y aura des morts, mais nous pensons que nous sommes tous un. Pour sa part, Guy Brice Parfait Kolela, que les résultats placent en 2e position, a indiqué éviter d'entrer dans une épreuve de force avec le pouvoir et opté pour contester les résultats par les voies légales à sa disposition. Au Bénin, la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle a particulièrement été saluée par le candidat dit du peuple. Issa Badarou Soulé, à la faveur d'un point de presse, a réitéré son soutien aux nouvelles élues. La substance de sa déclaration sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. Les urnes du 20 mars 2016 ont enfin livré leurs secrets. Patrice Talon est celui à qui Dieu et le peuple béninois ont décidé de confier la destinée de ce pays pour les 5 prochaines années. La proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle vient d'être faite et je me permets de partager avec vous, chers compatriotes, toute ma satisfaction quant à l'organisation
et au déroulement de tout le processus électoral. Un grand satisfecit est décerné à tous les organes concernés par ce processus et plus particulièrement à la Sénat qui a su faire montre de compétence et de professionnalisme. C'est signe que les choses ont commencé à changer positivement dans ce pays. Sans attendre donc le verdict de la Cour constitutionnelle, le vaincu, tenant compte des chiffres qui lui étaient parvenus et qui ne lui étaient pas de bon augure, avait immédiatement reconnu sa défaite et félicité son challenger. C'est aussi bon signe. C'est donc sous d'heureux auspices que le président élu, M. Patrick Talon, prendra service. Cette baraka l'accompagnera tout le long de son mandat. C'est notre souhait le plus ardent. Que le président fraîchement élu daigne qu'en votre nom à tous, je lui exprime, en plus des sincères félicitations, tous mes vœux de le voir mener le peuple béninois à un bien-être évident, à une émergence véritable, à un développement radieux. En tant que membre de la coalition de la rupture, nous ne ménagerons aucun effort pour le soutenir et l'accompagner loyalement vers un bonheur évident pour le peuple béninois tout entier. Le président élu du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a accordé à la presse ce vendredi sa première déclaration. Il ressort de ses propos que le mérite et la probité seront au cœur des actions de son équipe gouvernementale. Il a aussi fait savoir que nul ne sera de trop pour la construction du pays. Patrice Talon a souhaité aussi recevoir le bâton de pèlerin des mains de son prédécesseur. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de cette rencontre du président avec les médias. Je note que ce que nous venons de vivre peut être le signal que notre pays va effectivement renaître. Le pays va très mal, certes, mais le redresser n'est pas impossible. Pour ma part, je voudrais dire à mes compatriotes que je serai le président de tous les Béninois, sans exclusif. Que la tâche qui nous attend est immense, certes, mais que je serai à la hauteur. Je voudrais rassurer les uns les autres que nous disposons de beaucoup d'atouts pour arriver à relever ce défi. Le principal sera la compétence. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence. C'est pour cela que je voudrais confesser d'ores et déjà que l'équilibre régional, la parité homme-femme, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Certes, j'y arriverai au fil du temps, quand les choses iront mieux. Mais pour le moment, il sera impératif pour nous tous de retrousser les manches et de mettre à chaque poste les personnes les plus qualifiées, quel que soit leur bord. C'est cela qui va caractériser mes premières actions. Un collectif d'avocats a saisi la Cour pénale internationale et le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme au nom de dizaines de familles des victimes d'exécutions extrajudiciaires au Burundi. Le communiqué, signé par les 3 avocats du collectif, déclare que pendant plusieurs mois, des membres de l'appareil d'État burundais ont assassiné des citoyens en totale impunité alors que le pays traverse une grave crise politique. Des accusations refutées par Bujumbura qui nie jusqu'ici les cas d'exécution extrajudiciaire, accusant une partie de son opposition désormais armée d'être à l'origine des exactions. Les États-Unis annoncent l'octroi de la première partie d'un contrat d'une valeur de 24,9 millions de dollars pour un projet visant à renforcer les capacités de la sécurité des frontières tunisiennes avec la Libye. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade américaine à Tunis dans un communiqué ce vendredi. Ce contrat, octroyé par l'Agence pour la réduction des menaces auprès du département de la Défense, a été conclu avec le groupe américain de BTP et Conseil en ingénierie ICOM, a précisé une source diplomatique.
D'après le test de l'ambassade, le projet permettra de fournir un système de surveillance intégré basé sur des capteurs à distance ainsi que des équipements de base pour la sécurité des frontières. Il prévoit aussi les formations afférentes pour l'armée tunisienne et la garde nationale. La date de mise en œuvre du contrat n'est pas encore mentionnée. En France, un championnat du monde des métiers des personnes handicapées à Olympique s'est ouvert ce vendredi à Bordeaux. Cet événement, qui vise à mettre en lumière les compétences des professionnels handicapés et à favoriser leur insertion sur le marché du travail, devrait prendre fin ce samedi. C'est la première fois que la France accueille ce championnat du monde des métiers des personnes handicapées. Une compétition créée en 1981 au Japon et dont la précédente édition a eu lieu en novembre 2011 en Corée du Sud. Elle réunit plus de 600 candidats issus de 35 pays, pour la plupart des cuisiniers, web designers, dessinateurs industriels, fleuristes ou encore ébénistes, venus faire la démonstration de leur savoir-faire. Au départ, j'étais mécanicien, j'ai eu un accident de travail et la reconversion a été difficile. Comme j'avais des diplômes, j'ai réussi à passer les concours et aujourd'hui je suis enseignant et je fais un transfert de mon savoir à mes élèves. Donc le handicap n'est plus un frein à la productivité. Mais après, il y a plein de métiers dans lesquels ça peut bien se passer. Voilà. On ne nous laisse pas souvent la chance d'essayer, mais on le voit aujourd'hui, les gens en situation de handicap peuvent faire tout, sans problème. Un message que les organisateurs de ce championnat entendent bien faire passer au cours de cette 9e édition. Le principe de base, en effet, c'est de montrer au grand public, comme aux personnes handicapées, comme aux entreprises, que les personnes handicapées sont avant tout compétentes. Et donc, ce sont plutôt des personnes compétentes qui se trouvent être en situation de handicap, plutôt que des personnes handicapées qui se trouvent en condition de compétence. C'est bien cette articulation qu'il faut comprendre. Quelques 60 000 visiteurs sont attendus à ce championnat pour assister aux compétitions, conférences et débats ou participer à des ateliers de sensibilisation. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a entamé ce jeudi une visite de 2 jours au Liban. Objectif, améliorer les conditions de vie des réfugiés syriens qui représentent près d'un quart de la population du pays. Reportage. Nous sommes là pour trouver les moyens d'améliorer les conditions des réfugiés, de soutenir les communautés d'accueil et de contribuer à alléger l'impact sur l'économie libanaise, a affirmé le patron de l'ONU. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse à Beyrouth aux côtés du Premier ministre libanais Tamam Salam, le directeur de la Banque mondiale Jim Yong Kim et le président de la Banque islamique de développement Ahmad Al-Madani qui l'accompagnent dans cette visite. Alors que plus d'1 million de migrants ont atteint les côtes européennes en 2015, les pays voisins de la Syrie ont porté le plus lourd fardeau de la crise des réfugiés déclenchée par la guerre. À lui seul, le Liban accueille plus de 1,1 million de réfugiés, soit le quart de sa population, le taux de réfugiés le plus élevé au monde par habitant. Le patron de l'ONU, qui doit visiter vendredi un quartier pauvre de Tripoli, dans le nord du Liban, où vivent des réfugiés, s'est inquiété de la vulnérabilité des communautés libanaises accueillant les rescapés de la guerre. Il a également exprimé son inquiétude concernant la situation politique au Liban, paralysée et sans président depuis près de 2 ans en raison de profondes divisions politiques exacerbées par le conflit syrien. De son côté, le directeur de la Banque mondiale a annoncé que 100 millions de dollars allaient être alloués au pays comme prêt à un taux d'intérêt préférentiel. Le coût économique de la guerre en Syrie et de ses retombées dans les pays de la région s'élève à quelques 35 milliards de dollars selon les estimations publiées par la Banque mondiale en février. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de nous avoir reçus chez vous et passez un excellent week-end, Pascal.